Dans cet épisode, Geneviève et Judith, les deux co-animatrices de Je suis un podcast, discutent avec Daniel Aubé, avocat et adulte qui bégait. On aborde diverses facettes de son parcours, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. 3 choses ressortent de son expérience: l'importance d'avoir des alliés, de savoir affronter graduellement les défis et, surtout, de ne pas laisser le bégaiement décider à notre place. Bienvenue chez nous, Daniel. On est super content de te recevoir aujourd'hui dans la clinique à Bromont. Donc, on va expliquer un petit peu comment on te connaît, là, Geneviève et moi. Personnellement, on s'est connus récemment. Daniel est venu parler à nos groupes de jeunes et de parents, donc les jeunes qui bégaient, au centre de réadaptation à Montréal où je travaillais. Et c'est ça, tu as aidé les parents à cheminer sur certains points, puis à parler aux jeunes. Ça a été tellement super cool, la rencontre que tu avais eue avec les jeunes. Puis moi, j'ai capoté sur toi. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment, vraiment te recevoir aujourd'hui. Fait qu'on est très content que tu sois ici. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous. Daniel, nous, on s'est rencontrés à la journée rencontre de l'ABC en 2014. Pour nos auditeurs, je vais expliquer rapidement ce que c'est. C'est un événement annuel que l'ABC fait autour du 22 octobre. C'est une journée de conférences et d'ateliers sur le bégaiement. Et c'était d'ailleurs notre premier contact à tous les deux avec l'ABC. On est rapidement devenus amis, puis j'ai été fascinée par ton histoire en tant qu'avocat qui bégait. Il faut dire aussi qu'en 2017, tu as toi-même donné une conférence sur ton parcours dans une journée rencontre. Et brièvement, je vais te présenter aussi sur le plan professionnel. Tu es avocat maintenant depuis 9 ans. Tu as d'abord travaillé à la Cour d'appel du Québec comme recherchiste, puis dans un cabinet privé. Et tu occupes maintenant un poste d'avocat à la Ville de Montréal. Puis tu t'impliques beaucoup dans la communauté aussi. Tu es notamment sur le conseil d'administration de l'AJBQ, donc de l'Association des jeunes bègues du Québec. Et tu participes notamment à des panels sur le handicap à ton travail. Donc, maintenant, c'est ça, on se demandait, Daniel, si tu pouvais un peu nous parler de comment ça a commencé pour toi, ce que tu te souviens du bégaiement quand tu étais petit, tu sais, tes premiers souvenirs, là, puis un peu ton histoire à travers les années là, pour toi. OK, ben ouais, c'est une bonne idée de commencer par le début. Comme beaucoup de bègues, j'ai commencé à bégayer comme dans la tendre enfance. Je peux pas dire une année précise, mais c'est quand même quand j'étais déjà à l'école primaire. Puis je pense que la première fois que j'ai vraiment eu connaissance du bégaiement, c'est quand mes parents m'ont amené voir une orthophoniste. Où est-ce que là, tu sais, j'ai pris un peu plus conscience qu'il y avait quelque chose de plus inhabituel ou différent chez moi, là. Disons vers peut-être 6 ans, 7 ans. Puis c'était pas négatif, même si ça apparaissait comme ça, comme je l'ai dit, là, il y avait un côté positif à ça. Un des côtés, c'est qu'on venait me chercher pendant l'école, alors je manquais une partie de l'après-midi. J'étais à Sainte-Justine, j'ai été suivi là-bas. Ensuite, ben, le bégaiement, c'était à cet âge-là que j'en ai pris connaissance. Évidemment, comme beaucoup d'enfants, ça aurait pu être autre chose, mais bon, je me suis fait un peu... on a un peu ri de moi quand j'étais au primaire. Mais j'ai quand même eu un bon primaire par rapport à ça. J'ai pas été comme victime de moqueries plus qu'il faut. Je veux dire, il y avait d'autres enfants qui avaient d'autres différences. Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais disons quelqu'un qui était roux. Ben lui, c'était d'autres types de moqueries. On l'appelait carotte ou je sais pas. Là. Mais ça a quand même bien été. Là. Mais mon bégaiement a toujours été présent. Je me souviens des moments où est-ce que c'était plus apparent, d'autres moins. Là. C'est ça. Alors ça a commencé comme ça. Là. Ouais. Penses-tu que le fait de grandir dans une ville diversifiée, ça t'a permis de te fondre dans la masse malgré ta différence? Ben en fait, ça, c'est l'hypothèse de ma mère. Celle qui m'avait
partager cette idée-là. C'est que, ouais, dans une école publique à Montréal, quartier Villeray, multiethnique, il y avait des classes d'accueil. J'avais beaucoup d'amis que le français, c'était pas leur première langue, leur deuxième ou même leur troisième langue. Alors, peut-être que mon bégaiement passait inaperçu à travers tous les accents. Les gens qui avaient juste des difficultés en français. Il y a aussi des enfants handicapés à l'école où est-ce que j'ai été. Alors, tu sais, par exemple, un petit enfant autiste, mais tu sais, peut-être lui passait moins inaperçu que moi avec mon bégaiement. Puis j'avais aussi un bégaiement très fonctionnel, puis j'étais pas un enfant gêné non plus, dans le sens que j'hésitais pas à lever la main quand je connaissais la réponse. Puis les fois que je levais pas la main parce que ça me gênait trop, mais je m'en voulais, je disais, non, mais je la savais la réponse, je voulais lever la main, je savais c'était quoi le résultat du calcul mental ou la question en histoire, par exemple. C'était hyper pertinent, tu sais, ce que tu nous avais raconté par rapport à un point... Non, pas point tournant, parce qu'on avait vu que c'était un anglicisme. Je vais dire le déclic dans ta vie où tu t'es dit que tu as vu le bégaiement d'une autre façon. Tu sais, parce que dans le fond, c'était un peu caché au début. Veux-tu parler un peu de ça? Tu sais, comment tu le cachais? Peut-être plus, puis à l'adolescence, l'espèce de déclic qui a fait « OK, là, j'essaie d'arrêter de le cacher, là. Mm-hmm. » Mais c'est sûr, comme plusieurs bègues, à un certain moment, moi, c'est vraiment à l'âge pris, quand j'étais encore à l'école primaire, j'avais conscience de la difficulté que j'avais à parler comme tout le monde. J'avais développé les trucs que plusieurs bègues développent. Alors, j'étais un dictionnaire des synonymes ambulants, j'évitais certains mots pour en utiliser d'autres. Je formais mes phrases différemment. Des fois, c'était original, puis ça passait inaperçu, mais d'autres fois non. Puis j'avais quand même toute cette... Disons, c'est pas une boîte à outils, là, c'est vraiment comme des béquilles là, que j'avais accumulées. Évidemment, tu sais, ça vient aussi avec, à un certain moment, disons, l'entrée au secondaire, la puberté. Bon, il y a d'autres enjeux à cet âge-là, mais c'est avec tu sais, là, peut-être un plus grand manque de confiance en soi, c'est un peu plus difficile. Il y a certaines moqueries, je me souviens, tu sais, qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais ensuite, moi, je sais pas, j'ai comme eu un regain de confiance en moi peut-être vers 15 ans. Ouais, je pense que c'est vers 15 ans. Où est-ce que le bégaiement, ça avait pris vraiment un second plan dans ma vie. C'était moins important. Je l'avais mis en arrière de moi un peu plus. C'est sûr que dans ma vie, ça a été c'était pas une progression constante. Je veux dire, l'acceptation du bégaiement, mais il y a eu des moments où est-ce que c'est des point tournant. Est-ce que ça se dit? C'est ça. Ben, on peut le dire tout à fait. C'est juste que avec ma profession de traductrice, je sais que c'est un anglicisme, mais on peut parler comme on veut. C'est juste une petite capsule linguistique que je voulais faire. Alors, parlons comme on veut. Le point tournant auquel tu faisais référence, c'est vraiment un party. Tu sais, dans les premiers parties, disons, vers 14-15 ans, je me souviens d'un précisément où est-ce que il y avait un autre adolescent, un jeune homme comme moi, qui s'était moqué de mon bégaiement devant tout le monde. Tu sais, c'est un party où il y a des filles aussi, puis ça m'avait atrocement gêné. J'avais plus été moi-même pour le restant du party. J'avais juste hâte de m'en aller. Puis ça m'avait quand même assez blessé. Puis je me souviens, c'était au courant de la même été, il y a eu un autre party, une autre soirée au même endroit, chez la même personne, avec à peu près la même gang. Puis ce gars-là, il n'avait pas été réinvité. Puis là, j'ai des amis qui m'ont dit, les filles qui étaient là, ouais, on n'a pas aimé comment qu'il a agi avec toi, puis on voulait plus qu'il soit ici. Fait que là, j'avais aucune idée. Je pensais que tout le monde avait trouvé ça super drôle. Mais non, au contraire, ça avait créé un immense malaise qui se moque de moi. On n'a plus 8 ans non plus, on n'a plus 9 ans. On est rendu à, disons, 15 ans. Il y avait un peu plus 16, 17, 18 ans. Puis, ouais, là, c'est là que j'ai appris que le bégaiement, tiens, rendu à un certain moment... Pour mes amis, eux autres, ils étaient habitués à ça. C'était mon accent pour eux. Mais ensuite, les gens le voyaient pas comme quelque chose de drôle. Il ne fallait pas rire de ça. Sauf quand moi-même, j'en riais. Là. Mm-hmm. Mais se moquer pour se moquer, on n'était plus là. Alors ça m'avait vraiment fait du bien. Ça m'a donné confiance en moi. Confiance à cet âge-là pour, disons, parler, par exemple, à des filles, des choses comme ça. Ça m'avait vraiment fait du bien. Alors ça, c'était un point tournant. Oui, c'est ça. Puis de se dire, tu sais, ce qui est fou, c'est que toi, après ce party-là,
Moi, je viens de Québec, là, fait que je dis party. Je dis pas party, je viens pas de Montréal, mais c'est très drôle. Mais tu sais, tu disais, après ce party-là, toi, la vision que t'avais, c'est « Oh my God, les autres ont trouvé que c'était vraiment drôle le bégaiement, tout ça. » Puis t'étais revenu avec un sentiment vraiment négatif. Puis finalement, c'est ça, la vraie chose qui s'est passée, c'est qu'au contraire, tout le monde était derrière toi, en fait. Puis ils n'ont pas réinvité l'autre gars qui avait ri de toi. Fait que là, c'est là que tu te rends compte, wow, j'ai beaucoup d'alliés autour de moi, tu sais. Puis les gens m'aiment vraiment pour ce que je suis, puis même me défendre, entre guillemets, là, tu sais. Fait que là, ça ouais, c'est sûr, ça, en tant qu'adolescent, tu sais, ça t'a comme donné un regain, comme tu disais, là, que là, tu sais, ça aidait pour la suite, puis pour continuer à prendre ta place, puis avoir confiance. Mais aussi, dans cette épopée-là de bégaiement et d'acceptation, c'est sûr que un peu plus tard, quand je suis rentré dans la profession d'avocat, j'ai commencé par un stage. Puis là, j'avais peut-être un peu reculé par rapport à cette acceptation-là. Un truc, je me souviens, ma première journée à la cour d'appel, on est peut-être une quinzaine d'avocats, que des jeunes avocats qui commençaient dans la profession. On me présentait comme à tous mes collègues. Puis moi, ben, j'étais vraiment encore dans un mode, j'étais revenu dans un mode tout, OK, faut que je le cache, que je connais personne ici, je veux faire une bonne impression. Alors, je me souviens, le coordonnateur me présenté seul. On a cogné aux 15 portes, aux 15 bureaux, me présenté un à un. Alors, voici Daniel Aubé, il commence son stage aujourd'hui. Moi, j'étais reconnaissant, j'avais pas à dire mon nom, c'est lui qui le disait pour moi. Alors, quelqu'un qui présente le fait souvent. Mais moi, j'étais persuadé à la fin de cet avant-midi-là où est-ce que j'avais rencontré tout le monde, échangé 2-3 mots avec eux, que mon bégaiement paraissait pas. Je me sentais comme victorieux. Puis je me souviens, sur l'heure du dîner, une de mes nouvelles collègues qui m'avait demandé si j'avais déjà participé à un jeu télévisé. Moi, je suis né dans les années 80, là, mais qui s'appelait Les Zigotos. Je sais pas si ça a joué quand, là, dans les années 90. Ouais, moi, je sais de quoi tu parles, je me souviens. Je dis, ben, pourquoi tu me parles des Zigotos? Puis elle me dit, ben, moi, quand j'avais, je sais pas, elle m'a dit peut-être vers 8 ans, j'avais participé, puis on était contre un groupe de jeunes bègues. Je suis resté silencieux, j'ai fait non, j'ai jamais joué à ça, puis je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Mais elle avait perçu que je bégayais, moi qui pensais que j'avais pas bégayé du tout. Puis ça m'a quand même fait un choc. Puis c'est pas nécessairement cette journée-là, mais tu sais, progressivement, dans cet emploi-là, quand je me suis mieux établi, tu sais, j'ai réalisé que ça sert à rien de le cacher, puisque même si moi je pense que ma parole avait été, disons, parfaitement fluide, il y a des moments où est-ce que je trébuche, je ralentis, je bloque, des choses comme ça, puis les gens vont s'en rendre compte. Alors, c'est une pression qu'on se donne pour rien là, quand on bégait, puis c'est un autre point tournant où est-ce que j'ai réalisé que mais là, c'était pour le cacher. Le cacher, ça servait à rien. Au contraire, c'est comme un poids de plus sur les épaules. C'est vraiment drôle que tu dises ça, qu'en fin de compte, toi, tu pensais que tu le cachais, mais que cette femme-là l'a vu super vite parce que ça m'a fait ça aussi. Là. Je pensais que jusqu'à 21 ans, que je le cachais super bien puis que personne ne s'en rendait compte. Et il y a du monde qui m'ont dit qu'ils le savaient pas du tout, mais il y a d'autres personnes à qui je l'ai dit après que je bégayais. Puis qui m'ont juste dit, ben, je sais, Geneviève, que tu bégais. Mais dans ma tête, moi, j'étais comme, ben, ah oui, tu le sais. Mais oui, donc, il y a des fois que ça paraît puis qu'on s'en rend pas compte, mais que les autres voient très, très bien. Oui, puis souvent, c'est ça, Daniel, on s'en était parlé quand t'étais venu, là, dans le milieu de travail, que, tu sais, au bout du compte, c'est ça, tu sais, toute l'énergie, tu disais que tu peux mettre à essayer de cacher puis d'essayer de, justement, les béquilles qu'on parlait tantôt, là, changer de mot, faire semblant que tu cherches ton mot, tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu t'es dit, hey, je vais lâcher ça, là, puis je vais juste dire ce que j'ai envie de dire, puis ça sera ça, tu sais, puis c'est ça, ça enlève un poids sur les épaules, là, tu sais, on appelle ça du self-disclosure, là, tu sais, comme on peut dire auto-déclaration ou s'auto-déclarer qu'on bégait, là. Puis maintenant, ou en tout cas, à travers les années, tu disais que maintenant, tu le disais plus aux gens, d'emblée, disons, t'as un bégaiement. Ou, tu sais, selon les situations, veux-tu nous parler un peu de ça, tu sais, comment tu abordes le bégaiement face à des nouvelles personnes que tu rencontres, ou comment ça se passe pour toi? C'est certain que la première chose que je vais dire aux gens, je vais pas parler nécessairement de bégaiement, mais ça arrive assez vite. Je le dis pas tout le temps, je le dis quand je sens que c'est pertinent ou que j'en ai besoin.
Mais j'ai un bon exemple de ça, c'est dans ma profession, depuis 9 ans, comme on a dit plus tôt, ça fait 9 ans que je suis membre du barreau, j'ai eu quelques emplois. Et là, depuis 4 ans, je suis au même emploi à la Ville de Montréal. Puis pour ces entrevues, pour cette série d'entrevues-là, pour me trouver cet emploi-là, j'ai décidé d'en parler dans toutes les entrevues, alors qu'avant, j'en parlais pas. Pas parce que je voulais le cacher, mais il y avait autre chose à dire. Mais là, je me suis dit que je devrais en parler. Ça partirait bien, disons, une nouvelle relation de travail ou d'emploi avec les nouveaux collègues. Souvent que les personnes qui te passent en entrevue, ça va être tes chefs ou tes patrons après. Alors, ça serait important qu'ils sachent dès le début. J'avais des expériences passées où est-ce que en entrevue, je parlais pas de bégaiement ou que je le cachais. Puis après ça, mais j'avais encore la pression un coup que j'étais engagé de peut-être essayer de le cacher, surtout envers mes patrons. Là, quand j'ai commencé à la Ville de Montréal, l'entrevue s'était très bien passée. Puis je pense que la première fois que j'ai trébuché, peut-être après quelques minutes, je leur avais dit je vais faire une petite pause. Je sais pas si vous avez entendu, mais je suis quelqu'un qui bégait. Là. Je suis pas nerveux, je suis pas stressé, je suis bien préparé. Au contraire, vous allez voir, mais vous allez entendre quelques hésitations, puis c'est plutôt parce que je bégais. Là. Puis je me souviens, l'avocate qui me passait en entrevue avec la dame des ressources humaines, mais elle allait être ensuite ma chef pendant 3 ans. Alors, elle du geste de la main, elle avait mis ça de côté. Oui, merci, mais c'est pas important, je veux savoir. Puis là, on était rentré dans le vif du sujet. Alors, les questions par rapport à l'emploi. Puis évidemment, j'ai décroché l'emploi, mais juste l'avoir dit comme ça, dans ce milieu de travail-là, dès le début, ça m'a ôté beaucoup de pression. Alors, avec elle, ensuite, quand on avait des rencontres, par exemple, pour des mandats compliqués, par exemple, seul avec elle dans son bureau, mais quand je trébuchais, quand je bégayais, quand j'avais des petits blocages, mais j'avais quand même pas la pression de le cacher. T'sais. On se concentrait sur le vif du sujet. On est là pour le travail, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis c'est un emploi que j'aime beaucoup, je suis encore là. J'ai eu des occasions aussi d'en parler avec d'autres collègues. À un certain moment, j'ai monté une conférence avec une collègue. Au début, c'était destiné aux nouveaux élus à la Ville de Montréal. C'est aussi destiné ensuite à des employés. Alors, une conférence avec peut-être un public de 50 personnes. Ma collègue, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, je lui en avais parlé. Je sais pas si tu as vu, mais moi, quand je parle, des fois, je bégayais. J'espère que ça te stressera pas de faire la conférence avec moi. Puis j'avais compris, elle s'en était rendu compte. Elle avait choisi de travailler avec moi pour ça, pour mes autres qualités. Puis elle-même était plus nerveuse que moi de parler devant un tel public. Alors, tu sais, c'est quand même un drôle de duo. La personne qui bégait est moins gênée que la personne qui ne bégait pas. Puis on a monté une belle conférence qu'on a donnée à plusieurs reprises. Puis ça a bien été. Mais juste le dire comme ça, moi, j'avais pas cette pression-là. Alors, tu sais, autrement, préparer une conférence avec quelqu'un que tu penses qu'il sait pas que tu bégais, mais tu as déjà la pression d'avoir un bon contenu, de te faire comprendre, mais là, tu as la pression de vraiment contrôler ton bégaiement, puis ça, j'en avais pas de besoin. Alors, c'est des expériences comme ça que même maintenant que je fais encore, que je vais dire assez vite. Là. Puis maintenant, quand tu donnes des présentations comme ça, est-ce que tu le dis au début de ta présentation que tu bégais? Est-ce que tu fais une petite blague ou un commentaire pour que le public sache? Pas nécessairement, mais ce commentaire-là ou cette blague-là est prête si j'en ai besoin. C'est comme dans ma boîte à outils. Si à un certain moment je trébuche, je vais être capable de prendre la balle au bon, puis je sais pas, tu sais, je vais pas dire parce que, par exemple, là, la conférence que j'ai donnée, c'était en droit de l'urbanisme. Pour les urbanistes, c'est intéressant, mais peut-être pour les autres, ça l'est moins. J'aurais préparé une blague en disant, par exemple, excusez-moi, je bégayais, c'est pas parce que le sujet, je le trouve si stimulant que ça, ou je sais pas trop, mais j'aurais dit c'est parce que je suis bègue, puis ça m'arrive des fois, tu sais, quand je suis excité de parler devant les gens, tu sais. Il y a tout le temps manière de préparer de quoi, puis moi, je l'ai déjà fait. La seule fois que je le dis dès le début, c'est quand j'ai eu l'opportunité de parler de bégaiement à un public intéressé par ça. Tu l'avais dit plus tôt, Geneviève, dans ma présentation. Dans les dernières années, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de juste présenter
bégaiement puis mon expérience par rapport à ça à divers publics. J'ai rencontré des étudiants et des étudiantes en orthophonie, par exemple. Au travail, on m'a fait rencontrer des recruteurs, des spécialistes en ressources humaines pour parler du bégaiement, pour un peu leur faire comprendre que c'est un phénomène qui existe, qui est comme plus courant qu'on pense aussi. Alors quand ils vont avoir des candidats devant eux qui bégayent, mais comment agir, quoi faire et quoi ne pas faire. Alors quand je parle de bégaiement, c'est sûr, je le dis dès le début, mais autrement, c'est plutôt au besoin. J'ai une anecdote qui se passe en 2 temps. Première fois, c'était plusieurs fois, disons, plus jeune. Je me souviens une fois précisément à 23 ou 24 ans, une autre soirée avec des gens que je connais pas. J'arrive là, c'est un party, comme on dit à Montréal, ou plus vers ici, là, où est-ce qu'on présente à des gens. Puis je me souviens d'une fille, précisément, je me suis présenté puis j'avais bégayé sur mon nom, là, sur Daniel. Puis elle a fait une blague, genre, OK, toi, la soirée avait commencé bien plus tôt, dans le sens que j'avais sûrement déjà trop bu. Mais là, c'est le genre de commentaire à cet âge-là, 23 ans, 24 ans, j'ai rien dit, puis j'ai juste plus jamais parlé, tu sais, pas de la soirée, pas ailleurs, pas à un autre moment, j'étais trop gêné. Ça, c'est arrivé souvent, plus jeune. Puis peut-être 10 ans plus tard, un autre contexte, où est-ce que je rencontre une fille, elle me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ben je veux dire, je suis avocat. Puis là, sur le A, j'ai trébuché, j'ai vraiment accroché, puis elle a fait une blague. On dirait que t'es pas sûr de quoi tu fais dans la vie, quelque chose comme ça. Mais elle avait aucunement conscience que j'étais bègue. Puis là, j'ai saisi l'opportunité pour lui dire, mais non, je sais qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est que tu t'en es pas rendu compte encore, mais je suis quelqu'un qui bégait. Puis évidemment, quand tu dis ça à quelqu'un, surtout comme plus mature, plus vieux, elle s'est excusée tout de suite, elle était totalement rouge. Puis moi, après ça, j'ai détourné la conversation en disant non, mais c'est pas un problème, là tu le sais, puis on peut parler d'autre chose. Puis moi, en sachant qu'elle le savait, puis que je l'avais informé, même éduqué sur ça. Après ça, la conversation était parfaitement bien pour moi. J'étais parfaitement à l'aise de lui parler de n'importe quoi d'autre. Puis juste ça, c'est des expériences comme ça qui font, mais quand tu as besoin de le divulguer, là, c'est pas comme si c'était un mensonge ou quoi que ce soit. Alors quand tu as besoin de le dire, moi, j'ai appris que pour moi, le faire, ça me fait du bien, puis ça me permet de me concentrer sur qu'est-ce qui est important. Alors, parce que le bégaiement, dans une conversation, c'est pas ça qui l'est, hein, c'est qu'est-ce que tu dis, c'est le contact avec les gens qui est plus important. Tu m'avais aussi raconté que quand tu es allé chez ta médecin pour la première fois, elle t'a demandé qu'est-ce que tu faisais dans la vie, et là, tu as dit que tu es avocat, et tu as bégayé sur le mot avocat, et qu'elle avait fait la même blague. Ouais, je me souviens, là, j'espère qu'elle écoutera pas ça, je vais pas la nommer, là, un médecin qui pratique à Montréal en CLSC, mais à sa défense, elle était, je pense, plus nerveuse que moi. C'était dans sa première semaine de pratique, sa première fois qu'elle m'a rencontré, puis elle avait passé un commentaire, peut-être pour détendre, se détendre, ou peut-être se rendre plus à l'aise, puis je lui avais dit ouais, mais moi je suis quelqu'un qui bégait, puis elle s'était excusée tout de suite, puis ça avait pas fait un froid plus grand qu'un autre, là. Moi j'avais été totalement à l'aise de lui dire, mais même des gens, tu sais, dans un contexte professionnel vont pouvoir des fois passer des commentaires comme ça. C'est sûr que plus t'es vieux, plus que tu vieillis, tu rencontres des gens plus matures, tu sais, ils font pas ça pour se moquer, ils font ça soit parce qu'ils veulent faire une blague, être intéressant, puis les gens le savent juste pas, parce que un enjeu avec le bégaiement, c'est que tout le monde bégaye. On a le même mot pour quelqu'un qui bégaye pas quand il va trébucher sur un mot, se reprendre, mais c'est pas du bégaiement. Ça peut paraître pareil à l'oreille, mais c'est pas le même phénomène du tout. Alors des fois, les gens le savent pas, hein. N'importe qui peut bégayer une fois de temps en temps, mais ils sont pas bègues. Alors quand tu éduques les personnes, quand tu leur parles de ça, mais ça met les choses au clair, puis on peut passer à autre chose dans une conversation. Alors, chez le médecin, elle a été informée, puis ensuite, on a parlé de ma santé générale. Oui, c'est ça, c'était fini. Juste pour compléter aussi, là, en fait, c'est ça, tu sais, chaque adulte, on n'est pas fluide parfaitement. En fait, chaque personne n'est pas fluide parfaitement, c'est normal. Puis, tu sais, on va mesurer, avec des termes un petit peu plus orthophoniques, là, mais on mesure le nombre de syllabes bégayées dans tout ce qu'on dit. Puis, tous les adultes, on a, comme là, je viens d'en faire un,
on a un pourcentage de syllabes bégayées qui est autour d'entre 0 et 0,5 %, peut-être 0,7 % de tout ce qu'on dit, qui est vraiment des syllabes qui sont bégayées, mais que ça reste dans la normale, en guillemets, que c'est dans la fluidité qui est... c'est ça, qui est comme typique. Puis quand on est au-dessus de ça en syllabes bégayées, ben là, c'est là qu'on peut parler plus de bégaiement 1 %, 2 % et plus de ce qu'on dit. Fait que t'as raison de dire que, dans le fond, une fluidité parfaite, ça existe pas chez personne. Donc, ça, c'est quand même important à se dire, à comprendre ça. Oui. Et comme tu disais tantôt, c'est que les gens, ils savent souvent pas c'est quoi le bégaiement. Et comme quand ils entendent quelqu'un qui bégaye, la seule chose à laquelle ils peuvent lier ça, c'est justement parce que la personne sait pas ce qu'elle veut dire, c'est parce qu'elle est hésitante ou c'est parce qu'elle a trop bu. Ce que je trouve vraiment beau dans ton attitude, c'est que ça te fâche pas. Quand les gens ont dit des commentaires, c'est comme si tu savais déjà très bien que c'est pas leur faute du tout. Moi, ça m'a pris du temps à pas être fâchée par ça ou à ce que ça m'atteigne moins, tu sais. J'ai encore des commentaires maintenant, mais ça m'a pris plusieurs années avant de me dire mais c'est pas sa faute, c'est juste parce qu'elle sait pas c'est quoi, puis à avoir de la douceur pour ces personnes-là. Ça m'a pris 2 ou 3 ans, mais toi, c'est comme si instinctivement, c'est ta personnalité, juste comme ça. Ah, mais je suis peut-être un peu naïf, mais tu sais, j'ai l'impression que généralement, le 99,9% des gens que tu rencontres, mais c'est nos alliés. Les gens veulent s'ils peuvent, là, ils vont faire qu'est-ce qui est bien ou plus qu'est-ce qui est mal. Alors, dans une conversation comme ça avec quelqu'un que tu connais pas, les gens, au contraire, veulent te mettre à l'aise. Puis là, moi, je suis pas psychologue, là, mais c'est des choses que on m'a déjà expliquées. Dans une conversation, 2 personnes, un croise les bras, l'autre, pour connecter avec l'autre, va aussi adopter la même posture, croiser les bras. Dans une conversation, tu parles, par exemple, à quelqu'un avec un autre accent en français. Alors, quelqu'un de France, par exemple, des fois, je sais pas si vous avez déjà remarqué, vous deux, mais on va adopter un peu cet accent-là juste pour mieux connecter. Alors, les gens, quand ils font peut-être une blague, quand ils ne connaissent pas une remarque sur le bégaiement, c'est parce qu'ils veulent contribuer à la conversation, ils veulent dire quelque chose de drôle, d'intéressant. Puis c'est pour ça que faut informer les gens pour qu'ils soient informés de moi, je suis bègue. Puis moi, maintenant, ça me gêne plus. C'est sûr que ça me gênait plus jeune, mais maintenant, ça me gêne pas du tout parce que si je pourrais avoir une relation avec cette personne-là qui dure 5 minutes ou qui dure des années, comme par exemple des collègues de travail, t'es mieux de le dire plus tôt que plus tard, là. Une des choses que je trouve super belle chez toi, c'est que quand tu bégayes, dans ton attitude, tu t'excuses pas. Puis je veux pas dire par là que tu dis pas les mots « je m'excuse ». C'est pas ça, c'est que dans ton attitude, tu bégayes, mais c'est comme si ça te dérangeait pas du tout. Quand t'as des moments où tu bégayes, tu les vis, mais sans avoir l'air de ressentir de la gêne ou sans avoir l'air d'être pressé que le son sorte. C'est comme si t'étais vraiment en paix avec ton bégaiement. Puis justement, ma mère, que tu connais bien, réfère toujours à toi comme un exemple. Elle disait, moi, quand je parlais à ma mère de « je trouve qu'aujourd'hui, je bégayais beaucoup », puis elle disait « mais tu sais, quand tu bégayais beaucoup, pense à Daniel. Lui, quand il bégaye, il a l'air de s'en foutre complètement. Il reste calme, posé, ça passe comme dans le beurre. » Puis même que ça me fâchait un peu parce que je me disais, est-ce qu'elle trouve que lui bégaye mieux que moi? Donc c'est ça, je trouve que quand tu bégayes par ton attitude seulement, c'est comme si tu envoies le signal à ton interlocuteur que tout se passe bien, qu'il n'y a pas à s'en faire pour toi, il n'y a pas de stress, c'est correct comme ça. Puis en fait, ça m'inspire vraiment, c'est en te voyant bégayer comme tu le fais, que je me suis dit, mais si moi aussi je reste calme, posée, puis que je m'en fais pas, ça veut dire que l'autre personne en face de moi va pas s'en faire parce qu'elle va ressentir ma vibe puis la partager. Ouais, puis
merci beaucoup pour ces beaux mots-là. Puis aussi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis quand tu échanges avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, évidemment, la personne va ressentir, si t'es en situation de malaise, mais la personne va le ressentir, puis ça va faire un malaise. Si t'es confiant, si t'es de bonne humeur, si tu souris, ça va pas mettre les gens à l'aise aussi. Alors, si toi, t'es confortable avec ton bégaiement, mais c'est nécessairement les gens à qui tu parles vont être confortables avec ton bégaiement aussi. On m'a souvent dit, même après un certain temps, que les gens l'entendent plus. Là. C'est comme un accent, tu y es fait et c'est plus simple après. Un exemple, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais un Québécois à Paris, il va pas s'excuser pour son accent québécois. Il pourrait dire « Ah, excusez-moi si vous m'avez mal compris, je recommence », puis peut-être essayer de mieux se faire comprendre. Mais alors, je pense que quand on est bègue, on pourrait dire « excuse-moi », mais faut pas s'excuser comme de tout son être. Il faut vraiment l'assumer. Puis ça, moi, je me suis rendu jusqu'à avoir cette attitude-là, mais je pense que c'est une accumulation à travers mes expériences, de bonnes expériences, puis qui ont renforcé ça chez moi, cette espèce de comme confiance en moi quand je bégayais. Ouais. C'est cette confiance-là, peut-être, qui t'a emmené vers la profession d'avocat? Est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ce qui t'a attiré vers ça? Bien, évidemment, c'était pas parler en public nécessairement dès le début, là, mais c'est juste que moi, j'ai pas de tatou. Puis si j'avais un tatou, j'aurais « No regrets » écrit dans mon dos en grand. Là. Ça, je voulais pas, depuis que je suis petit, je veux pas avoir de regrets plus tard. Tu sais, je veux pas... puis à un certain moment, j'ai décidé, tu sais, quand c'est le temps de choisir sa profession, de faire des études plus poussées, mais je voulais pas que le bégaiement, ça soit un facteur dans la décision. Tu sais, j'ai vraiment essayé de le mettre de côté. C'était vers l'âge de 21 ans. J'étais quand même plus à l'aise. Pas comme maintenant, évidemment, avec le bégaiement, mais j'étais quand même plus à l'aise que je l'ai été plus jeune. Puis j'avais regardé la profession, j'avais eu déjà des cours en droit, c'était le domaine que je préférais, j'avais des très bonnes notes, j'avais des A+, et des A dans mes cours de droit. Alors là, j'ai décidé d'aller en droit pour devenir avocat. Puis je me souviens même, tu sais, autour de moi, il y a des gens qui m'en ont parlé un peu inquiet. Je me souviens de mon père, par exemple, quand je lui avais annoncé, moi, je m'en vais en droit, j'aimerais devenir avocat. Puis lui, évidemment, m'appuyait, mais il a pris la peine de m'en parler. Oui, mais tu sais, avec le bégaiement, tu sais, comment tu vois ça? Tu penses, tu vas aller vers une profession qui est difficile. Je me souviens pas de ces mots exacts, mais c'était sa préoccupation. Tu vas-tu être heureux dans une profession où est-ce que tu dois parler? Puis je me souviens lui avoir dit, ben, tu sais, je vais devoir parler dans la plupart des professions que je pourrais choisir. Puis je lui avais dit aussi, ben, tu sais, j'ai vu les statistiques du barreau, puis on dit juste 10% des avocats font du litige, tu sais, plaident devant un juge. Il y a tellement de choses que je pourrais faire. Tu sais, si je suis pas bien là-dedans, il y a plein de choses que je peux faire d'autres. Puis, décidément, ça, un coup, je suis devenu avocat, j'ai fait un peu de litige. Là. J'ai eu l'occasion de faire des représentations devant les tribunaux, mais c'est pas ça que je fais maintenant. Mais je suis dans une profession dans laquelle je parle constamment, tout le temps. Là, maintenant, cette année, en 2020, mais c'est des visioconférences plusieurs heures par jour. Mais tu sais, je fais des présentations, je fais de la médiation, les gens m'appellent pour des conseils au téléphone. Alors, tu sais, la parole est hyper présente. Puis, je regrette pas mon choix. Là. Je voulais pas avoir de regrets plus tard, passer à côté de quelque chose que j'aurais aimé faire à cause du bégaiement. Puis c'est sûr que ça a été un défi. Il a fallu que je me parle beaucoup à certains moments quand c'était peut-être un peu plus difficile, un peu plus de pression. Mais je pense pas que ça me nuit. Puis depuis que je suis avocat, j'en ai rencontré quand même plusieurs qui sont bègues aussi, avocats et bègues. Juste comme là au Québec, je pense à 3 autres avocats. J'en ai rencontré 2 aux États-Unis dans une conférence de la NSC, alors le National Stuttering Association. J'ai rencontré 2 autres avocats qui bégayaient. On a une expérience similaire, mais qu'est-ce qui nous rejoignait surtout, c'est qu'on a décidé de faire une profession sans se préoccuper du bégaiement puis des conséquences que ça allait avoir sur la profession. Puis moi, ça m'a jamais nui. Là. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ton parcours? Des moments où
ou tu as eu des doutes? Ou... Ouais, mais je pense que j'ai dû apprivoiser plein de choses. C'était une chose à la fois, puis des choses aussi bêtes qu'enregistrer un message d'absence sur un répondeur. Là, où est-ce que les premières fois, je me suis réécouté genre des dizaines de fois, ça m'a pris 1 heure faire un message. Je l'avais fait, je me souviens très bien, après les heures de travail, quand j'étais rendu seul au bureau pour que personne ne m'entende. Il y a des petits défis comme ça, puis t'en as des plus grands aussi. À un moment donné, c'est d'accumuler les bonnes expériences. Première conversation avec un client, par exemple, au téléphone, alors que je chargeais à l'heure. En fait, je chargeais à la minute près. Je me souviens de cette conversation-là, ça m'avait vraiment stressé. Je m'étais hyper préparé. Il fallait que je lui donne un conseil parce que je reprenais le dossier d'un collègue qui avait quitté. Alors, j'avais tout écrit, qu'est-ce que j'avais à lui dire, puis je me suis dit, on va travailler sûrement ensemble dans d'autres dossiers. C'est un client régulier du bureau, alors je vais me présenter, lui dire qui je remplace, puis que je suis quelqu'un qui bégait. Puis là, j'avais commencé à bien me présenter, je remplace, qu'est-ce que j'avais fait avant, puis j'allais lui parler du bégaiement, puis il m'avait coupé ça directement sec, en me disant, non, tu charges à la minute près, passe dans le vif du sujet tout de suite. J'avais pas été capable, puis j'avais donné mon conseil en bégayant. Sur le coup, j'avais peut-être pas senti que c'était une réussite pour moi, mais j'avais quand même donné mon conseil. Alors, à la fin de la conversation, c'était quoi l'objectif de cette première conversation-là avec le client? C'est lui donner le conseil que je voulais lui donner. Ça, je l'avais réussi. J'aurais préféré moins bégayer. Ça, je l'avais pas réussi, mais je m'en étais pas préoccupé plus qu'il faut. Je m'étais parlé en me disant, non, j'ai réussi. Ah, la conversation, elle a duré 11 minutes. Je vais lui en charger 6. Parce qu'il y a eu peut-être des petits détours puis du bégaiement, là, mais c'est ça. Tu sais, il y a des expériences comme ça à un certain moment. Faut pas inciter, faut pas, comment on dit, ruminer les mauvaises expériences, ou plutôt inciter sur les bonnes, puis les accumuler, puis à un certain moment, tu construis sur ça, puis tu es capable de mettre des choses qui te faisaient peur en arrière, comme ça. Puis, tu sais, ça, c'est un cercle positif, hein, dans le sens que là, tu t'appuies de tes bons coups, tu les reconnais, tu y repenses, tu t'encourages. Prochaine fois que tu dois avoir un appel, tu te dis, la dernière fois, j'ai réussi à dire mon conseil. Tu sais, tu focuses, là, c'est encore là un anglicisme, mais tu te concentres, merci, sur vraiment les bons coups que tu as faits. Puis ça, c'est super intéressant parce que ça te permet d'être dans un cercle positif puis de mettre des briques, justement. Puis au bout du compte, la situation, après plusieurs expositions, va être plus confortable parce que tu sais tous les bons coups. Oui, cette fois-là, ça a marché. Oui. Donc ça, c'est hyper pertinent pour toutes les situations, en fait, de la vie, tu sais, c'est ça, de mettre l'accent sur ce qui s'est bien passé, puis d'essayer de pas oublier ce qui a mal passé, mais de moins mettre d'accent là-dessus, puis de dire « Ah oui, c'est vrai, là, ça, je suis pas content de ça, mais je suis content de ça. » Fait que ça, je trouve que c'est une belle force que t'as, Daniel, vraiment. Oui, absolument. Puis ça, j'ose espérer qu'il y a beaucoup d'adultes ou d'adolescents, en tout cas, qui vont écouter, qui vont essayer de s'inspirer de toi, de ça, parce que ça, on en parle beaucoup en orthophonie, justement, d'essayer de reconnaître ce cercle positif-là, puis de rentrer dans ce cercle positif-là pour accumuler les bonnes expériences, puis la façon de voir la situation d'une manière plus positive, plus réaliste. Tu me diras si je me trompe, Judith, mais je pense que ça s'appelle de la réadaptation cognitive, de se concentrer sur les bons points pour... Ouais, des fois, on va dire restructuration cognitive. Oui, ouais. Puis en fait, c'est ça. C'est quand même... C'est un peu qu'on parlait de l'éducation psychologique qu'on peut faire en orthophonie. C'est un petit peu ça, d'aider la personne à voir différemment la situation. Parce qu'on est des humains, puis souvent, l'humain, comme il est fait, on va se souvenir du négatif, malheureusement. Mais là, dans le fond, c'est d'essayer... en fait, ça dépend du tempérament de la personne. Mm-hmm. Il y en a des personnes qui ont... J'ai l'impression, Daniel, toi, tu as un tempérament de base qui est plus capable, peut-être, ou je sais pas, plus enclin à voir le positif, peut-être. Ouais, je pense ça aussi. Puis je pense que je suis quelqu'un qui est, à la base, qui est pas très nerveux ou stressé aussi dans la vie. Fait que, ouais, je suis capable de voir le bon côté, mais aussi, je me préoccupe pas de choses comme ça. Là. Ouais, tu vas vraiment essayer parce que l'essentiel, c'est de voir c'est quoi le vrai succès de mon appel, exemple. Ben, c'est d'avoir dit mon conseil. Tu sais, de voir le vrai succès de la communication, c'est d'avoir dit ce que j'avais à dire. Puis la fluidité, on essaie que ça soit secondaire ou que ça soit même pas...
ça soit en tout cas moins un enjeu. Que dans le fond, tu as réussi. Puis là, j'avoue que avec le temps que tu as calculé, tu as essayé de calculer en nombre de minutes que tu trouvais qui était réaliste. Ou, en tout cas. Mais je trouve que c'est ça. Oui, ce qu'on peut. C'est ça. On va essayer de prendre certaines bases, exemple de thérapie cognitivo-comportementale, mais juste d'éducation psychologique pour aider la personne à voir les choses positives qui se passent. T'sais. Puis à essayer de se parler, parce que ça revient beaucoup dans ton discours, hein, Daniel, de « je me suis parlé, je me suis dit » telle chose, bien, c'est ça qu'on va faire aussi en orthophonie pour pratiquer ça, parce que c'est pas si facile pour tout le monde d'avoir ça comme réflexe, tu sais, de « Ah, ben ça m'a été, mais je vais mettre l'accent sur ce qui a bien été. » Donc, c'est ça, c'est un apprentissage pour certaines personnes à faire. Puis aussi, moi, je pense une chose qui m'a vraiment aidé dans mon parcours, disons, de bégaiement, de bègue, c'est certainement vers la fin vingtaine, où est-ce que j'ai commencé à m'impliquer à l'ABC, alors à rencontrer d'autres personnes qui bégaient, parce que dans ma vie, j'en avais peut-être croisé, mais j'avais jamais eu des belles conversations, échangé avec eux. Puis ça a mis toutes les choses en perspective pour moi. On échange sur les mêmes expériences, tu rencontres des gens qui ont des vies qui sont épanouies, qui ont eu des enfants, qui ont une profession, puis ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé. Puis parler avec des gens, avec des bègues aussi, ça normalise le bégaiement. Par exemple, un souper... bégaiement, on est 12, il y a quelqu'un qui a amené un ami ou un amoureux, finalement, elle ne bégait pas, mais on est 12 personnes qui bégaient sur 13. Puis là, c'est ça la normalité. Alors ça, c'est des choses qui font du bien, puis qui remettent les choses en perspective, comme j'ai dit, puis qui permet un peu de dédramatiser aussi le bégaiement. Là. C'est clair. Ouais, de rencontrer d'autres personnes qui bégaient, ça m'a aidé aussi tellement beaucoup. Là. En fait, Daniel et moi, on est allés ensemble au congrès de la NSA, de la National Stuttering Association, pour la première fois en 2015. Mm-hmm. Et ça, c'est un congrès où est-ce qu'il y a environ 900 personnes qui bégaient avec des orthophonistes, des chercheurs et des proches qui se réunissent pendant 5 jours. Donc, ça fait que pendant 5 jours, il y a 900 personnes qui bégaient, qui sont tous ensemble à la même place. Et la norme, c'est de bégayer pendant 5 jours. Au point tel aussi, si je peux le dire, là, c'est souvent dans des hôtels, alors dans des salles de conférence, puis les employés sont préparés à ça. Alors, oui. les employés, les serveurs, par exemple, les gens qui montent les salles, la réception, on leur dit là, c'est des gens qui bégaient. Laissez-les finir, reprenez les pas. Si vous n'avez pas compris, c'est à la fin, vous allez lui demander de répéter, mais laissez-les finir, c'est normal, soyez patients, c'est comme ça. Puis je pense comme ça, on éduque des gens qui seraient peut-être pas au courant, qui sont pas informés de c'est quoi le bégaiement, mais ça crée un environnement, je veux pas dire sécuritaire, mais quand même confortable, où est-ce que là, le bégaiement, c'est la normalité. Puis ça, c'est des belles expériences qui permettent de construire sur quelque chose de solide. Oui. Je me rappelle, à ce congrès-là, il y avait un homme qui a à peu près 75 ans, peut-être 80 même, Ross. Puis Ross bégait beaucoup. Puis j'avais trouvé ça tellement beau de voir un homme qui a des cheveux blancs, qui est plein de joie, heureux, qui est communicatif, qui bégait beaucoup, mais qui avait l'air de s'en balancer complètement. Il avait tellement l'air bien, là. Puis c'est quand je l'ai vu, lui, je me suis dit, mais mon Dieu, il n'y a aucun problème pour moi, là. Je peux devenir vieille aussi, puis continuer à parler comme je parle maintenant, vivre ma vie, puis être bien. Puis de voir tous ces gens-là qui bégaient, puis qui ont des métiers qu'ils aiment. Mais tu sais, c'est sûr, c'est pas tous les gens qui sont bien, là. Il y a des gens qui racontent des choses, puis c'est difficile à entendre, même parce qu'ils ont souffert beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses extrêmement belles, puis que pour moi, ça m'a rassuré beaucoup. Puis je pense aussi que ces bons exemples-là, les gens qu'on rencontre, comme Ross dont tu parlais, c'est la première personne que j'avais parlé à cette conférence-là, c'est lui qui était venu à moi, mais c'est des bons exemples, puis ça rappelle, même à ceux qui vont moins bien ou que c'est plus difficile, que tu as le potentiel d'être comme lui, tu sais, toi aussi, mettons, si c'est ça que tu veux, fonder une famille, tu vas pouvoir le faire, là. Alors ça rappelle qu'on a le potentiel de juste mieux vivre avec ça.
Pour revenir à ton travail, tu nous avais dit qu'il y avait la bête noire à ton travail. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Comme tout à l'heure, je parlais un peu d'enregistrer ma voix pour un message d'absence, mais le téléphone, c'en était un, la bête noire. Quand j'ai commencé en bureau privé, les avocats, on est quand même assez conservateurs, puis on utilise des vieilles technologies, dont l'enregistrement. Alors, on dicte. Alors, le dictaphone, au bureau, on faisait ça beaucoup. L'idée, c'était de sauver du temps en dictant des lettres, par exemple, ou des courtes procédures. Moi, je trouve ça ridicule. Je vais voir que je vais être capable de sauver du temps en dictant pour qu'ensuite l'adjointe retranscrit, mette ça au propre, fasse la mise en page. Moi, je préférais faire ma lettre d'une page et demie en Word moi-même. Mais on me demandait de l'utiliser. Puis ça, c'est des outils, pour moi, c'est comme des bêtes noires. Là. C'est des choses difficiles à apprivoiser dès le début. Puis je me souviens, comme la première dictée, encore une fois, j'étais resté après le bureau quand il y avait personne qui pouvait m'entendre dicter. Une lettre d'une page et demie m'avait pris 1h30. Je m'étais réécouté pour essayer de ne pas bégayer. Puis moi, je pensais m'enligner vers une mauvaise expérience parce que le lendemain, mon adjointe allait écouter la dictée, faire la lettre, puis peut-être comme rire ou soupirer de désespoir ou je sais pas quoi. Puis je me souviens, tu sais, ma porte était entrouverte, puis je l'ai entendu commencer cette tâche-là, écouter la dictée dans son cas d'écoute, puis le réécrire, puis elle n'a rien dit. Tu sais, elle m'a pas fait de remarques sur le bégaiement, puis je savais que ça paraissait encore. Puis là, ça a été une expérience positive. Alors, la deuxième lettre d'une page et demie m'a pas pris 1h30, m'a pris 1 heure, certains 45 minutes, 30 minutes. Puis à un certain moment, je me suis surpris à aller chez des clients, disons, dans des réunions avec eux, par exemple, pour quand on ouvre un nouveau dossier, tu veux connaître les faits, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, puis de juste mettre le dictaphone là, puis de dicter des notes à mon adjointe devant un client. Alors là, j'étais rendu à une étape tellement confortable que je pouvais le faire en présence de quelqu'un que je connaissais pas encore. Alors ça, j'ai apprivoisé une bête noire, un outil comme ça, comme le téléphone aussi. Au début, moi, je pense que c'est commun pour beaucoup de bègues, mais tu sais, on est quand même plus à l'aise de parler devant les gens. Tu vois les réactions. Alors le téléphone, tu peux imaginer des choses. Tu bégayes, tu peux imaginer les gens peut-être détourner le regard, soupirer, des choses comme ça, puis tu les vois pas. Alors le téléphone, c'est quelque chose de difficile, puis à force de téléphoner, tu construis sur des expériences qui ont bien été, puis tu es plus à l'aise. Là. Tellement. Puis ta progression est tellement intéressante à entendre, là, de dire que là, t'es parti de... T'as commencé en ayant vraiment un mauvais feeling là, par rapport au dictaphone, c'était plus long et tout, puis tranquillement, graduellement, là, tu t'es comme surpris toi-même, en fait. Absolument. À comme, wow, hey, tu sais, finalement, sans m'en rendre compte, je suis capable de faire ça devant un client. Puis ça, c'est génial, là. C'est de s'exposer graduellement, là, qu'on appelle à des situations stressantes. Ça fait qu'au bout du compte, le stress diminue, c'est ça, graduellement, tranquillement. Puis après ça, on peut aller encore plus loin de ce qu'on aurait cru au départ. Puis tu le fais instinctivement, dans le fond, là. C'est vraiment nice. Puis je l'ai fait ça avec le dictaphone, évidemment, le téléphone. Puis ensuite, tu as des expériences comme ça. Ça a bien été avec, disons, le téléphone. Mais là, tu sais, là, maintenant, je suis tout le temps en visioconférence. Est-ce que ça va bien aller? Mais oui, tu as déjà construit, tu as déjà passé à travers toutes ces étapes-là avec un autre, disons, défi, un autre appareil. Mais là, la visioconférence, ça va très bien, tu sais. Tu as dit tantôt qu'il y avait des alliés dans ton parcours. Est-ce qu'au contraire, parfois, il y a eu des conseils mal placés? Ouais, je pense que c'est arrivé souvent. Puis j'ai un exemple à l'école. Quand j'étais à l'école du barreau, on avait une activité notée qui était préparer une courte plaidoirie. On était 2. Puis ça allait être fait en privé devant le professeur. Puis moi, je prenais un côté, mon collègue prenait l'autre côté, puis on devait plaider. Alors, on se préparait ensemble. Puis c'était un faux dossier, mais ça concernait, je me souviens même pas exactement c'est quoi le titre de la loi, mais c'est la loi sur les maladies professionnelles. Puis dans les commentaires, après, quand l'activité était finie, la professeure, dans les commentaires qu'elle m'a fait pour m'aider, elle me disait hey, « J'ai remarqué que tu bégayais quand les mots, les phrases commençaient par M, alors tu devrais éviter les mots qui commencent par M. » Puis là, moi, j'avais trouvé son conseil totalement niaiseux. Je suis comme, non, mais attends, la plaidoirie sur la loi sur les maladies professionnelles, je peux pas comme remplacer le mot maladie. Là. Je vais dire quoi, la LMP, mais je vais bégayer sur le M ou je sais pas. Alors, tu sais, ça, c'est...
elle voulait bien faire, là, tu sais, je lui en veux pas, mais c'est un conseil que je l'ai reçu, puis disons, je l'ai mis aux poubelles tout de suite. Là, tu sais, je savais que non, tu peux pas éviter des mots. Là, tu sais, en droit, il y a un terme important, tu peux pas trouver de synonyme. Là, c'est celui-là. Là, tu dois le dire. Puis moi, je pense qu'un meilleur conseil, ça aurait été de me dire, malgré que tu bégayais, là, mais tu as bien fait de faire tes phrases au complet, puis de nommer les choses comme elles sont. Là. Mais... Vraiment, parce que ça, tu vois, je l'entends souvent, moi, en clinique, tu sais, les gens, ils savent, ils connaissent leur bégaiement, puis ils vont dire, ben moi, je bégaye sur les P, les B, les M, exemple. Puis justement, c'est que ça, c'est par apprentissage, tu sais, notre cerveau, il apprend par apprentissage une situation, peut-être une fois qu'il y a eu du bégaiement sur que là, après ça, oups, on anticipe le prochain son qui arrive. Puis là, c'est comme, encore là, c'est comme un cercle vicieux de je peux bégayer plus sur les puis là, ça va arriver, puis je vais bégayer, puis on est un peu stressé, puis on bégaye plus sur les Puis idéalement, ça serait de désapprendre ça, de dire, comme tu dis, il n'y a pas de son difficile où je le dis, mon mot. C'est ça. Le plus important, c'est que je dise les mots, puis que d'essayer de pas anticiper d'avance qu'il y a certains sons ou certains mots qui vont être difficiles. Parce que là, on embarque dans cette espèce de cercle vicieux-là, tu sais. Ce qui est pas facile à faire, par exemple, là. Mais tu vois, c'était vraiment un mauvais conseil. Ce que je trouve vraiment beau, par contre, c'est que tu avais conscience que ce conseil-là était pas bon. Ah ouais, dès qu'elle avait commencé, là, je restais poli, mais je savais qu'est-ce qu'elle allait dire puis que ça allait pas être un bon conseil. Là. Mais tu aurais pu penser qu'elle avait raison de te dire ça? Que justement, il fallait que tu évites les sons M, mais au contraire, tu savais que c'était pas bon, puis t'as assumé le fait que tu bégayais. Tu t'es juste dit que c'est elle qui avait tort. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve, parce que je pense qu'en tant que personne bègue, on peut parfois faire nôtre ces jugements-là. Mais toi, t'as pas fait ça. T'as juste dit, ben c'est pas vrai, fait que je le prends pas. Puis comme t'as dit tantôt, tu l'as mis aux poubelles super vite, ce qui est vraiment bon, je trouve. Bravo. Vraiment. Puis on avait une autre question aussi pour toi, Daniel, par rapport. Moi, j'étais curieuse à savoir un peu à travers ton parcours, est-ce qu'il y a des gens, tu sens, qui t'ont aidé ou justement, on avait parlé des alliés un peu tantôt, mais tu sais, au niveau de ta famille ou d'autres personnes autour de toi, qu'est-ce que tu sens qui t'a aidé, tu sais, justement, à peut-être mieux vivre avec le bégaiement au bout du compte? Moi, je pense à mes amis que j'ai encore maintenant depuis que je suis assez jeune. Je pense que j'ai bien choisi mes amis, puis comment qu'ils m'ont aidé. Je pense que c'est en étant tout simplement eux-mêmes, puis en tenant pas compte de mon bégaiement. Par exemple, à 12-13 ans, on jouait à Donjon Dragon ensemble, puis certains moments, certaines aventures, c'était moi qui étais le maître du jeu. Puis évidemment, là, c'est un jeu de rôle, on fait une histoire ensemble, une histoire commune, puis on est 3, on est 4, on est 5, mais nécessairement, je vais bégayer beaucoup. Puis ça n'a jamais été un problème. Ils m'ont jamais fait sentir que c'était un problème ou que la différence était importante. Puis c'est une question, je sais pas si c'était leur personnalité aussi, puis une question de respect, mais je pense que je suis bien tombé. Puis tu sais, la preuve, là, 20 ans plus tard, c'est encore mes amis, on se voit à chaque semaine, à chaque 2 semaines, là, on se voit toujours. Puis je pense pour beaucoup de bègues, c'est ça, à l'adolescence surtout, ou même un peu avant, avoir des bons amis, du monde qui te respecte, avec qui c'est agréable, puis t'as pas le stress de bégayer, ça l'aide beaucoup. Alors, eux, dans nos jeux ou dans n'importe quoi, mais leur parler, ça n'a jamais été stressant pour moi. Puis en avez-vous parlé, tu sais, ouvertement dire ah, il y a du bégaiement, là? Pas plus qu'il faut, là. Je m'étais pas ouvert tant que ça à eux, mais ils le savaient, j'avais pas la pression de ne pas bégayer devant eux. Évidemment, c'est autre chose là, à l'époque, quand je devais, très jeune, les appeler chez eux, puis leurs parents répondaient au téléphone. J'avais pas envie que les parents m'entendent bégayer en demandant « Est-ce que mon ami est là? Est-ce qu'il peut venir jouer? » Mais leur parler directement, ça n'a jamais été un problème. Ah, ça me fait penser à mon enfance aussi. Appeler chez mes amis. Oui, est-ce que Amélie est là? À chaque fois, c'était un défi. Puis là, eux, c'est comme « Ah, est-ce que c'est Geneviève? » Ouais, ils me reconnaissaient super vite, mais je me souviens, là, à chaque fois, c'était une épreuve. Mais maintenant, les enfants communiquent par message texte, peut-être, ou appellent beaucoup moins.
Quoique mon filleul appelle tout le temps chez ses amis. Bref, peut-être que ça l'a pas changé pour les enfants récents. Tu sais, moi, des fois, pour éviter le téléphone, tu sais, ayant grandi à Montréal, j'ai beaucoup d'amis qui habitaient près de chez moi, à 2-3 coins de rue. Au lieu d'appeler, j'allais juste cogner pour éviter le téléphone. Puis j'avais l'air du gars qui voulait vraiment aller jouer au hockey dans la ruelle, mais aussi le gars parce vraiment que, motivé, là. ouais, c'est ça que je faisais. Mais ça, c'est une stratégie d'évitement que j'ai déjà fait quand j'étais enfant. Ouais. Pour clore notre épisode, on a parlé beaucoup de ta profession comme avocat. Est-ce que tu as des conseils pour des ados ou des jeunes adultes qui bégayent et qui se demandent quoi choisir comme profession? Ah, mais je pense que je peux revenir à ce que j'avais dit tantôt, que j'avais pas de tatou, mais si j'en avais un, ce serait no regrets. Puis ouais, je pense qu'il faut, tu sais, quand on choisit, faut... Je dis pas de faire une liste, mais tu sais, de faire une liste de ses forces et ses faiblesses, de ses qualités, ses défauts, de ses goûts aussi, qu'est-ce qu'on veut faire, quel genre de vie on veut plus tard. Puis là, à ce moment-là, tu sais, c'est pas juste... Je peux pas juste dire aux gens, là, faut pas que le bégaiement, tu tiennes en compte, mais il faut que les gens le réalisent que est-ce que tu prends en compte le bégaiement dans ton choix, oui ou non? Si oui, mais pourquoi tu veux en tenir compte? Est-ce que tu vas avoir des regrets plus tard d'avoir, disons, été vers un milieu, tu penses que tu parles moins, alors finalement, tu aurais voulu faire autre chose. Puis aussi, qu'importe ce que tu fais dans la vie, je pense que le travail, c'est une des façons qu'on peut s'épanouir. Mais, tu sais, je dis pas aux gens de devenir avocat ou présentateur télé, mais qu'importe le métier, tu vas devoir parler. C'est inévitable. Alors, tu devrais pas en tenir compte le fait que tu bégaies. Il y a tout le temps moyen de s'épanouir au travail malgré ça, hein, ou avec le bégaiement. Je pense aussi que faut garder en tête que les choses qui nous font peur quand on fait le choix d'une profession ne nous feront plus nécessairement peur plus tard. Parce que comme tu as parlé, tu t'es désensibilisé beaucoup avec tes bêtes noires, avec les clients et tout. Puis donc, ce qu'on a peur quand c'est le moment de faire un choix, sûrement que plus tard, cette peur-là sera plus présente. Oui, absolument. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense aussi, là, ce qui ressortait beaucoup de ce qu'on a discuté, c'est de s'entourer aussi des fois de gens qui bégayent, en fait, autour de soi. Tu sais, les exemples que vous donnez à la NSA, au congrès, ou dans les podcasts, ça aide à se donner des modèles aussi pour se dire ça peut fonctionner, puis je peux faire telle profession, puis je peux vieillir, comme tu disais, avec le bégaiement. Puis je pense que c'est plein de choses ensemble qui font en compte que tu t'écoutes, puis tu vas de l'avant, puis c'est ça, tu réalises que tes rêves, puis ce que t'aimes vraiment, puis ce que tu veux faire dans la vie. On te remercie énormément pour ta présence à cet épisode. C'était passionnant, intéressant, puis je pense que ça va aider beaucoup de gens qui ont peur d'oser même s'imaginer en tant qu'avocat ou présentateur télé ou boulangère ou je sais trop quoi. Ouais. Qui oseront maintenant rêver à toutes ces choses-là qu'ils et elles peuvent être. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi, puis ça m'a fait plaisir d'être ici, puis j'ai hâte d'écouter la série au complet. Merci Daniel. Mais merci encore beaucoup. À la prochaine. Bye. Thank you.